to the second lecture that is going to be given by Professor Jack Taylor. The lecture is entitled Historic Urban Landscape, Aesthetic Horizon and Heritage Values. And this lecture will be in French. So I'm expecting to have lots of questions at the end of this lecture. So I give you to start the lecture. Bien. Bonjour à tous. Je vais donc vous faire une présentation sur le paysage urbain historique et je voudrais d'abord remercier l'Université de Maastricht de m'avoir invité lors de ce séminaire. Et donc par rapport à la présentation qui a précédé sur l'aspect syntaxe, je vais déplacer un tout petit peu le point de vue et m'intéresser au patrimoine, à la définition actuelle du patrimoine qui s'est considérablement étendue, en abordant celui-ci d'un point de vue esthétique et des valeurs qui sont sous-jacentes à ce patrimoine, et en vous présentant différents types de méthodes pour aborder les paysages urbains historiques. Et vous verrez à travers les présentations trois grandes manières d'aborder ce paysage, d'une manière plus mathématique, quantitative, dans la foulée des travaux sur l'aspect syntaxe. Ensuite, j'aborderai ce paysage du point de vue de l'analyse des images que l'on peut trouver sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux, et enfin, à travers des enquêtes de perception auprès de la population. Avant ça, je vais rapidement revenir sur ce qu'on appelle aujourd'hui le paysage urbain historique. Comme vous le savez, on est passé au cours du XXe siècle d'une définition du paysage, du patrimoine plutôt, très centré sur le monument, sur des groupes de bâtiments, sur des sites, qui étaient considérés comme des fragments de ville, pour progressivement étendre cette définition du patrimoine à des ensembles de plus en plus larges, également s'intéresser non seulement à ce qui est le patrimoine, mais à la manière dont on peut le gérer, le conserver, tout en lui permettant de continuer à vivre. On est alors passé d'une vision plutôt statique, orientée conservation et maintien, à une vision plus orientée vers la conservation intégrée, qui intègre les habitants et les fonctions dans la définition du patrimoine. L'approche qui est défendue aujourd'hui au niveau de l'UNESCO depuis la charte de 2011 est d'élargir encore cette définition et de poser la question du patrimoine urbain dans une perspective pleinement paysagère. Je reprends ici la définition qui est donnée par l'UNESCO de ce paysage urbain historique, et je vais la reprendre en français, en anglais, pardon. Je m'excuse, j'aurai des transparents parfois en anglais, parfois en français, je vais essayer de traduire autant que je peux. Donc le paysage urbain historique est défini comme le résultat d'une superposition de couches historiques, culturelles et naturelles qui forment les valeurs et les attributs de la ville, qui s'étend bien au-delà du centre historique ou de l'ensemble, tel qu'il était défini encore dans les années 60 ou 70, pour inclure l'ensemble du contexte urbain et son milieu géographique. On est là sur une vision du patrimoine qui va très loin au-delà de ce que l'on envisageait comme les ensembles à conserver, y compris dans la loi française, etc. Ce contexte, quand on parle de contexte urbain, inclut la topographie, la géomorphologie, les aspects naturels, toute une série d'aspects physiques que l'on a appris à dominer, évidemment également l'environnement bâti qui nous tient à cœur au niveau de l'architecture, les espaces ouverts, les traces au niveau de l'organisation spatiale, mais également toute une série d'autres éléments de la structure urbaine. Et la Convention de l'UNESCO inclut les éléments, les pratiques sociales, culturelles, les valeurs, les processus économiques et toutes les dimensions intangibles du territoire reliées à la diversité et à son identité. On est donc là dans une définition extrêmement large du patrimoine urbain qui inclut tous les aspects de la ville et rend beaucoup plus difficile le fait de décider ce qu'il faut préserver, quoi préserver, comment le préserver, définir des limites à ce qu'il convient de définir comme une zone d'intervention. Dans cette optique-là, on peut considérer que le paysage urbain historique n'est pas une nouvelle catégorie. Il n'est pas une nouvelle catégorie à côté de la catégorie du monument, de l'ensemble, du site. C'est une nouvelle approche, une nouvelle manière de voir le patrimoine
qui impose de le considérer, le replacer systématiquement dans un contexte beaucoup plus large, un contexte qui inclut les aspects physiques et bâtis, mais également les dimensions sociales et économiques. Alors, ceci amène à envisager le patrimoine au-delà de ce que l'on a connu jusqu'ici, avec une discipline qui s'est constituée en particulier à partir des premiers travaux sur la Charte de Venise en matière de conservation du patrimoine et intégrer davantage des aspects qui viennent de deux disciplines conjointes, des aspects qui viennent de l'analyse paysagère et des aspects qui viennent des études urbaines. Et au niveau de l'analyse paysagère nous informe sur les relations réciproques entre paysage, structure et les processus écologiques, avec tous les travaux qui ont été réalisés en matière d'écologie du paysage, qui ont développé, en particulier depuis les années 80, une série de métriques sur la manière dont on peut quantifier, analyser une structure paysagère à travers des matrices, à travers des corridors écologiques, qui s'appliquent également au niveau du patrimoine. C'est également tout un champ de recherche en matière d'analyse paysagère qui s'est intéressé à la compréhension de la perception, à l'analyse de la perception du paysage tel qu'il est perçu, tel qu'il est apprécié par ses habitants, avec une série d'études qui ont porté sur les préférences en matière paysagère. Donc voilà un premier grand champ qui va nous informer par rapport à la manière dont on peut concevoir le paysage. Également, le deuxième grand champ, c'est tout ce qui relève des études urbaines. On a entendu ce matin une première approche à travers l'aspect syntaxe, sur l'aspect cognitif, comment comprendre, analyser un site urbain, qu'est-ce qu'il est et pourquoi est-ce là, et qu'est-ce que ça va avoir comme incidence, le réseau des rues, la manière dont la ville s'organise au niveau physique, quelle va être son incidence sur une série de facteurs. On a parlé de sécurité, on a parlé d'inondation, on a parlé de commerce, donc on a une connaissance qui s'est développée depuis les années 70 et surtout dans les années 80 sur la relation entre un site, ses configurations et une série d'éléments socio-économiques. On a également une série d'études qui portent sur des approches plutôt normatives, en particulier issues du domaine de l'urbanisme, savoir que doit être la ville, comment doit-elle se développer, pourquoi développer tel ou tel quartier à tel endroit, quelles sont les priorités en matière d'aménagement du territoire. Ces trois aspects forment un réseau qui doit nous intéresser lorsqu'on s'intéresse au paysage urbain historique. Et je vais parler aujourd'hui essentiellement de deux aspects. L'aspect cognitif, l'aspect comment comprendre, analyser le paysage urbain historique. Et je vais présenter une première méthode qui a été développée au sein du laboratoire par rapport à ces aspects cognitifs qui sont complémentaires de ce qu'on a vu sur l'aspect syntaxe. Et je reviendrai progressivement par la suite sur les aspects perceptifs à travers deux types de grandes méthodologies qui ont été développées dans ce champ-là. L'idée étant systématiquement de combiner, relier les différents types d'approches. Ainsi, si on s'intéresse à que sait-on, comment caractériser un paysage urbain historique, on a une première vision du paysage urbain historique qui analyse le paysage urbain comme un produit statique caractérisé par un certain nombre de relations. On a ici une vue du skyline de Lisbonne avec la vieille ville qui s'est développée en contrebas du château de Lisbonne, qui s'est relativement végétale, avec l'ensemble des strates qui sont perceptibles au niveau de cette ville et qui forment un ensemble qui mérite évidemment d'être conservé, préservé, et que l'on peut analyser à travers un vocabulaire qui s'est développé, un vocabulaire en termes de plantes, en termes d'analyse morphologique, comment ce type de paysage, dans quelle mesure est-il le produit d'une évolution au cours du temps. Ce n'est pas seulement vrai pour des villes comme Lisbonne, c'est également vrai pour des villages, de petites villes beaucoup plus restreintes. J'ai pris ici une image de la petite ville de Tench qui, à partir de l'époque médiévale, s'est développée sur un réseau fortifié, bordé par des lacs. Il en reste aujourd'hui des traces au niveau du paysage avec la présence du fort et de l'église en centre-ville, les trois grands lacs qui bordent la ville et qui forment un paysage que l'on peut de nouveau analyser en avant-plan, des points d'appel, des lignes de fuite, etc. Ceci est une première manière d'analyser le paysage urbain. C'est une forme d'analyse qui privilégie l'aspect statique. On a ici une vue du paysage à partir d'un point de vue privilégié vers un point d'appel, et on peut imaginer, on l'a fait au cours du temps, comment préserver des vues sur ce type de paysage avec, si je viens ici sur la réglementation parisienne,
à partir des années 80-90, on a vu se développer dans le règlement parisien un système de faisceaux de protection du patrimoine du paysage parisien, avec des points de vue qui sont identifiés à l'intérieur de la ville, des points d'appel, et autour de ces points de vue, ce réseau de points de vue, de points d'appel, on va tracer un réseau de faisceaux dans lesquels des contraintes spécifiques vont s'appliquer sur les hauteurs des bâtiments, sur le type de construction qu'on peut avoir, sur le revêtement de toiture, etc. Ça s'applique sur les bâtiments avec ces faisceaux, ça s'applique également, on a ici l'exemple de l'Arc de Triomphe avec le système qui est mis en place pour préserver le caractère dominant de l'Arc de Triomphe dans son environnement, un système qui impose des constructions plus basses, plus en près de l'Arc de Triomphe, de manière à éviter de voir cet Arc de Triomphe noyé dans un fouillis de bâtiments en hauteur qui perturberait la lisibilité de cet élément. On a ici une première approche à la fois structurelle, le paysage urbain historique, et des méthodes pour le préserver qui sont malgré tout extrêmement statiques. Et on sait aujourd'hui, on sait depuis un certain nombre d'années, que le paysage urbain c'est un peu plus que ça, et c'est particulièrement lié à des phénomènes plus complexes. Et reprend généralement ici l'analyse qui était proposée dans le bouquin de Bacon sur l'analyse d'une scène urbaine. Une scène urbaine qui non plus vue à partir d'un hélicoptère, à partir d'un point de vue privilégié, mais à l'intérieur de la ville par un usager qui est dans la ville et qui va structurer sa rue à partir d'un certain nombre d'éléments qui sont la ligne de ciel, la ligne de sol, le point de rencontre entre le sol et la ligne de bâtiment, ici marqué par la gradation des escaliers, des points d'appel dans une scène baroque comme celle-ci qui sont relativement nombreux et qui vont attirer la vue du spectateur de manière relativement complexe, des plans de récession très proches de l'observateur. On n'est pas ici dans les vues proches, moyennes et longues vues, on est dans des plans de récession beaucoup plus proches de l'observateur, des phénomènes de concavité, de convexité qui vont structurer les vues et qui vont surtout se modifier à chaque pas que fait l'observateur à l'intérieur du lieu. Et donc on n'est pas seulement, quand on analyse le paysage urbain historique, on n'est pas seulement dans une vue à partir d'un point statique, avec une vue dégagée sur un paysage, comme je pouvais le montrer sur Lisbonne ou sur la petite ville de Telch. On peut aussi analyser, et on doit aussi analyser le paysage urbain tel qu'il est perçu par un usager à l'intérieur de l'espace et en mouvement. Et lorsque l'usager est en mouvement, tous ces éléments-là vont se reconfigurer extrêmement rapidement. À chaque pas de l'observateur, des éléments vont apparaître, d'autres vont disparaître. Et c'est ce qui va configurer notre vue avec des premières analyses qui ont été menées dans ce sens-là par Gordon Kummel. J'ai pris l'exemple qui a été donné ici sur l'analyse de la petite ville italienne qu'il avait étudiée, avec, on le voit, à travers le cheminement d'un usager à l'intérieur de cette ville, des plans qui se modifient très rapidement, des jeux d'ombre, de lumière, des points d'appel qui se reconfigurent au cours du cheminement de l'observateur. Un vocabulaire qui était proposé par Philippe Padret pour analyser ces différentes vues. Et la proposition qui a été réalisée sur cette base-là est de dire comment peut-on systématiser ce type d'analyse, comment pourrait-on arriver à identifier des éléments de ce type-là de manière plus ou moins automatique en travaillant sur une analyse des vues 3D que l'on peut avoir à partir de l'espace urbain, à partir du sol, à partir des espaces publics plutôt qu'à partir de vues surplombantes ou à partir de vues privilégiées. On a différentes propositions qui ont été faites. Une des premières, c'était celle qui était présentée ce matin à travers l'aspect syntaxe. C'est une première manière d'aborder la perception dynamique qui va privilégier des lignes de vue, des lignes qui structurent notre champ visuel. Et le principe de l'aspect syntaxe, c'est de dire notre perception en mouvement est guidée par les plus longues lignes de vue. Et la manière dont ces plus longues lignes de vue sont organisées entre elles, dont elles sont liées, va guider notre perception à l'échelle de l'ensemble de la ville. Et c'est ce qui va attirer des déplacements piétons, attirer également du développement commercial le long de ces lignes de vue. Mais d'autres formulations, d'autres méthodes ont été proposées plus ou moins à la même époque. Et on a par exemple à l'époque des syntaxes, Bénédicte va proposer lui, de s'intéresser plutôt à ce qu'il appelle les isovistes. Qu'est-ce qu'un isoviste? Un isoviste, c'est à partir d'un point déterminé dans l'espace, on trace la zone qui peut être vue à partir de ce point. Si je me situe à cet endroit-ci, je vois une vue qui est cadrée par cet élément-là,
et qui a une certaine configuration. Pour chacun des points, je vais pouvoir calculer des indicateurs sur la zone que je vois à partir de ce point, sur le bassin visuel qui est perceptible à partir de ce point. Et chacun de ces bassins visuels, je peux calculer sa superficie, je peux calculer son rapport entre périmètre et superficie, je peux calculer son élongement, etc. etc. Et vous voyez ici, lorsqu'on multiplie ces analyses, on obtient un gradient, on obtient une variation continue de la manière dont on perçoit l'espace, depuis le plus sombre jusqu'au plus clair, où on a des vues, des dégagements plus importants. On rentre là dans une approche de l'espace ouvert qui n'est plus une vue, un point d'appel et un élément statique, mais ce qu'on appelle une approche orientée champ, où l'espace n'est plus traité comme un volume, comme un élément intangible, statique, mais comme un champ perceptible qui est en variation constante selon le mouvement de l'observateur, et on peut caractériser ce champ à travers différents indicateurs. On peut voir, sur base de cet indicateur-là, qu'on distingue différentes zones. Si on a notre configuration en T, on a une première zone ici, qui est symétrique évidemment, une deuxième zone à cet endroit-ci, qu'on va pouvoir caractériser, pour lesquelles on a un certain nombre de propriétés. Et donc on bascule dans une autre vision de l'espace qui est beaucoup plus orientée vers la dynamique et qui considère qu'il n'y a pas un espace, il y a autant d'espace que de points de vue de l'observateur. Et c'est dans le chaînage de ces points de vue qu'on peut comprendre une configuration spatiale. Ceci, ce sont toujours des approches bidimensionnelles de l'espace urbain. Nous avons travaillé, nous, sur des approches tridimensionnelles en proposant un peu le même schéma que sur les isovistes. Je prends ici des vues sphériques dans l'espace urbain. Une vue sphérique, qu'est-ce que c'est? Vous imaginez que vous êtes couché à l'intérieur d'un espace ouvert, vous regardez à 360 degrés tout ce qui vous entoure, vous projetez ça dans une sphère et puis sur un cercle de référence et vous obtenez ce type de vue. Ici, j'ai pris une prévue sur une grande place, la grande place d'Arras dans le nord de la France. Si vous êtes au centre de la place, vous avez l'ensemble des bâtiments qui sont organisés autour de vous. Ce sont des bâtiments à pignons et vous avez une figure de ciel qui est centrée sur le cercle de référence et qui est relativement compacte. Si vous vous approchez des bords de l'espace, vous couchez le long des bords de l'espace, vous allez voir une paroi qui va devenir beaucoup plus visible et la vue du ciel va s'apparenter à un demi-cercle qui va s'orienter sur le côté. Si vous êtes non plus dans un grand espace ouvert mais dans une rue, vous aurez une figure de ciel qui va s'apparenter à une ellipse. Et le rapport petit axe sur grand axe de l'ellipse sera d'autant plus petit que la rue sera étroite. C'est d'une certaine manière une manière de mesurer de manière automatique le prospect de la rue. Si vous placez dans une articulation, à la confluence, la convergence de plusieurs rues, vous allez avoir cette fois une forme de ciel qui sera beaucoup plus chaotique, avec des angles rentrants, des angles sortants, et vous allez pouvoir, pour chacun de ces points dans une même place, c'est toujours la même place, avec des rues qui convergent vers la place, vous allez pouvoir calculer les propriétés de la figure de ciel. Pouvoir calculer, par exemple, la superficie du ciel. Vous allez pouvoir calculer le rapport entre périmètre et superficie, etc., etc., pour former, comme pour les isovistes, une analyse qui va présenter la manière dont ce champ de propriétés se défend lorsqu'on navigue à l'intérieur de l'espace ouvert. Si on applique cette méthode au système de place de Nancy, vous voyez le type de figure que l'on peut obtenir. Ici, je calcule l'ouverture de ciel, à savoir le rapport entre la superficie blanche et la superficie du cercle de référence, et je vais cartographier ça sur tout l'espace ouvert. Quand on est dans les bâtiments, c'est noir, l'ouverture de ciel est nulle. Quand on est au centre de la place, on a des ouvertures de ciel qui vont jusqu'à 80-90%. Vous avez une deuxième ouverture de ciel ici relativement importante. Et puis, vous avez des ouvertures de ciel plus petites quand vous êtes dans un endroit plus confiné. On révèle de cette manière-là, de façon automatique, la manière dont l'espace se structure avec la mise en relation de deux espaces baroques caractéristiques de ce système de place de Nancy, avec la première place, la place Stanislas, la place de la République est ici, les deux pavillons, l'arc de triomphe et la place intermédiaire, la rangée d'arbres qui organisent un système baroque de mise en concordance de différents espaces ouverts. Première chose que l'on voit, on peut de manière automatique identifier des espaces qui ont une autonomie, qui ont une identité qui leur est propre, sans devoir postuler a priori quels sont ces espaces. Deuxième chose que l'on voit sur la figure, on voit que la zone où l'ouverture est maximum ici est légèrement décentrée par rapport
au cœur géométrique de l'espace ouvert, qui est situé juste ici au croisement des diagonales. On voit que c'est ici qu'on a l'ouverture de ciel la plus importante. Pourquoi est-elle plus importante là-bas? Ceux qui connaissent un peu cet espace-là savent que ces bâtiments-ci sont beaucoup plus hauts que les deux pavillons. Les deux pavillons sont rabaissés, ont été délibérément rabaissés par rapport à cette structure en U, de manière à avoir un appel dans une perspective baroque depuis cette place vers celle-là. Celle-ci est organisée sur un triangle, celle-là est organisée à travers la géométrie tridimensionnelle, de manière à avoir cet appel entre les deux places, et on voit dans quelle mesure les caractéristiques tridimensionnelles de l'espace peuvent jouer à la perception qu'on peut avoir des espaces ouverts. On peut réaliser ça sur une place en tant que telle. On peut aussi s'intéresser, ici je reprends la grande place d'Arras, où on voit le système de place tel qu'il est dessiné dans un ensemble médiéval avec une place de très grande dimension et la manière dont la zone d'ouverture est maximum se centre cette fois bien au centre de la place et des zones latérales beaucoup plus rapprochées. On peut utiliser ce type d'outil pour analyser des articulations. Comment passe-t-on d'une place à l'autre, avec ici un système de passage entre la grande place, et les deux places secondaires qui est relativement distinct. Vous voyez qu'on peut analyser la gradation de l'ouverture de ciel sur deux cheminements. Avec, pour l'articulation 1, on a une diminution progressive de l'ouverture de ciel et puis une remontée brutale pour arriver à une ouverture relativement large ici. Dans le deuxième cas, on a une baisse brutale et une remontée brutale, une articulation 2 beaucoup plus franche que l'articulation 1, avec de nouveau ici une mise en relation de deux places privilégiées à travers ce système en entonnoir qui joue réellement l'effet d'appel entre la première place et la deuxième, alors que dans le deuxième cas, on a un effet de rupture qui est marqué par la configuration même des rues. On peut travailler sur d'autres indicateurs. J'ai ici uniquement parlé, jusqu'à présent, du calcul qu'on fait lorsqu'on divise la surface blanche par la surface du cercle. On peut aussi s'intéresser à d'autres aspects. Par exemple, la taille de l'espace. Parce que l'ouverture de ciel ne nous renseigne pas sur la taille d'un espace. On peut avoir une ouverture de ciel identique pour un petit espace avec des bâtiments bas et un très grand espace avec des bâtiments hauts. C'est précisément pour ça qu'on s'intéresse à cet indicateur. Si on s'intéresse à la taille de l'espace, on va donner une valeur pour la distance de chacune des faces par rapport à l'observateur et on va pouvoir calculer la distance de vue moyenne de chacune de ces faces par rapport à l'observateur. Et de nouveau, on va pouvoir répéter ce calcul sur un ensemble de points qui maillent l'espace ouvert. Pour arriver ici sur la place de Lucca en Italie, qui est une place construite sur un ancien amphithéâtre romain, avec de nouveau une longueur de vue moyenne qui est maximum dans la zone centrale et puis qui va en se gradant vers le bas, vers les côtés. On est sur une longueur de vue moyenne de 30 à 33 mètres, c'est relativement logique puisque cet axe-ci fait 40 mètres. Celui-ci fait 80 mètres, si je me souviens bien. Et donc, on a 20 mètres de rayon ici, 40 mètres de rayon là-bas. La longueur de vue moyenne fait logiquement 30 mètres. On n'a pas besoin de tout cet attirail pour arriver à cette conclusion. On a plus d'intérêt lorsqu'on commence à analyser des places un peu plus complexes, comme celle-ci, où on a un espace qui est construit sur une géométrie en carré, une église relativement importante qui borde l'espace, et un espace ouvert qui donne de façon relativement large à l'intérieur de cette place, et on voit à travers cette analyse de longueur de vue moyenne dans quelle mesure le perron, la statue qui a été placée ici, et la configuration même des rues suffit à distinguer la place qui est située ici de l'entonnoir qui débouche, avec une distinction relativement nette entre l'espace ouvert principal et un espace ouvert secondaire qui donne dans cet espace. À partir de ce type d'espace, avec des géométries beaucoup plus différenciées, un bâtiment beaucoup plus haut que les bâtiments qui sont situés ici, un petit élément à cet endroit, il faut vraiment travailler sur base de ce type de vue pour pouvoir voir comment ces différents éléments se compensent suivant l'endroit auquel on est placé dans l'espace ouvert. On peut utiliser ce type de métrique pour faire des comparaisons entre différents espaces. J'ai pris ici quelques espaces dont j'ai parlé jusqu'ici. Stanislas, Xavier Nugent, je ne l'ai pas montré, la place d'Arras, le Louvre, la place cathédrale. On va pouvoir comparer la longueur de vue moyenne, les longueurs de vue caractéristiques, les ouvertures de ciel entre ces différentes places. Qu'est-ce que ça veut dire une grande place? Qu'est-ce qu'on considère comme grand?
comment comparer une place avec une autre en prenant en considération ces trois dimensions de manière intégrée. Et on peut aussi s'intéresser à d'autres facteurs. De nouveau, sur la ligne de ciel, on peut s'intéresser à la manière dont cette ligne de ciel, cette fois, n'est plus seulement caractérisée par une ouverture, mais on peut aussi s'intéresser à sa géométrie globale. Et pour le blanc, de nouveau, on va pouvoir calculer quel est son axe principal. On a pour chaque figure, et je crois qu'il y a ici des chercheurs, des doctorants en informatique, on peut calculer un moment d'inertie sur chaque figure avec un axe principal, un axe secondaire. On va pouvoir de cette manière-là caractériser l'élongation, l'élongement de la place. Est-ce qu'on a une place plutôt axiale ou plutôt au contraire compacte? Et va de nouveau pouvoir calculer cet indicateur pour un grand nombre de points à l'intérieur de notre espace, de manière à caractériser un étalement, une excentricité. Et ici, je reprends l'excentricité sur la place d'Amalienborg à Copenhague, une place octogonale avec 4 grands bâtiments qui bordent l'espace, 2 rues qui débouchent, et on voit qu'on a ici une figure qui n'est plus du tout comparable à celle qu'on voyait jusqu'à présent. On avait toujours une forme centrale et des courbes de niveau qui se dégradaient vers les extrémités. On a ici une espèce de forme de pieuvre où des zones avec des excentricités plus fortes se retrouvent sur chacun des bras de la pieuvre. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va augmenter l'excentricité, donc l'élongement de la figure de ciel? Son axialité. Il y a 2 phénomènes. Plus on va être proche des bâtiments, plus on va avoir une demi-lune dans la figure de ciel à cet endroit-là, et donc une excentricité relativement marquée par la présence du bâtiment. Deuxième élément qui va augmenter l'excentricité, c'est quand on sera dans l'axe d'une rue, l'axe de la rue, avec les bâtiments, on l'a vu tout à l'heure, l'ellipse que l'on a dans la rue va être d'autant plus marqué qu'on est dans l'axe de la rue, et donc on a ces 2 phénomènes qui jouent et qui amènent une augmentation de l'excentricité à proximité des rues et des bâtiments. Par contre, entre les deux, l'excentricité diminue, on retrouve un équilibre dans nos axes qui est une manière de rendre lisible la structure très marquée de cet espace ouvert et la manière dont il a été composé à travers une analyse quantitative basée sur ce seul indicateur d'excentricité de la figure de ciel. Voilà une première manière de rentrer dans une analyse du paysage orientée vers la dynamique des espaces ouverts. Évidemment, une question qui se pose, c'est comment choisir ces espaces, par où commencer à travailler, quels sont les lieux qui nous intéressent dans la ville, quels sont les lieux qui ont de la valeur, qui méritent d'être modélisés en 3 dimensions, qui méritent d'être analysés de ce type-là. Je vais maintenant passer sur des approches qui sont à plus grande échelle, à l'échelle de la ville dans sa globalité, en replaçant, en utilisant des travaux qui sont réalisés par une doctorante de notre laboratoire sur la ville de Tripoli, au Liban. Et je reprends ici une première vue de la ville de Tripoli qui s'est développée en premier lieu le long de la mer, et dans un deuxième temps, à l'époque ottomane, à l'intérieur des terres. On a ici une vue en 1615, la vue du Baedeker début du XXe siècle, avec les deux villes, la ville de El Mina et la ville de Tripoli, le centre avec le corps mamelouk, la partie ottomane qui se développe ici, l'ensemble du réseau qui traverse les parcelles agricoles qui séparent encore les deux parties de la ville à l'époque, et progressivement, vous vous en doutez, vous l'imaginez, vous le savez, progressivement les deux villes vont se rejoindre, vont se développer avec un développement urbain qui va se mettre en place entre les deux parties progressivement, en particulier autour de 2 axes, en particulier sous le mandat français. On voit ici le tracé régulier du mandat français, on voit l'extension qui est programmée également à l'époque du mandat dans le sud de la partie historique. On voit que la partie est du fleuve est également urbanisée à cette époque, alors que jusque-là elle était relativement peu. Au départ, c'était le gros de la ville s'est développé sur la partie ouest du fleuve, qui est située ici. Progressivement, la ville va se développer pour coloniser la partie ouest et rattraper le pôle de El Mina sur les axes de développement qui sont prévus à l'époque. On a dans les années 50 un grand équipement qui sera la foire internationale dessinée par Niemeyer, qui va s'implanter là comme une espèce d'ovni au cœur de la ville.
on voit qu'à l'époque, le système s'est quasiment solidifié entre la partie ancienne, les deux parties anciennes de la ville. L'ancienne s'est dupliquée de l'autre côté en profitant de la façade maritime avec d'autres types de développements qui sont venus s'installer là-bas, des bâtiments de plus grande hauteur. Et aujourd'hui, on peut caractériser la ville autour de deux pôles. C'est une ville bipolaire, les deux parties anciennes, reliées par les réseaux de rues, un rond-point ici, le rond-point Nour, on verra sur ce rond-point par ailleurs, et un axe qui relie le ring, la route qui est constituée lors du mandat français, et la ville de Mina qui est située ici, avec une énorme enclave moderniste au cœur de la ville et des quartiers informels qui se développent autour de ces différents noyaux, en particulier au-delà de l'autoroute qui va vers Beyrouth qui est située ici. Voilà une première approche de la ville. Comment à l'intérieur d'un système comme ça choisir des espaces qui font du sens pour la population, sur lesquels on va pouvoir réellement développer des analyses plus détaillées. On a une caractérisation ici du niveau socio-économique de la ville, avec, comme c'est souvent le cas dans ce type de ville, la population pauvre qui a tendance à se concentrer dans la ville historique, le quartier Mamelouk et une partie des développements historiques situés de l'autre côté de la rivière qui sont situés ici. Une population plus pauvre dans la ville de El Mina, la population aisée qui s'est localisée dans la ville ottomane et la ville surtout du mandat français avec son système en damier, et dans la partie qui est située plus au sud. Une fragmentation de la ville qui est accentuée par deux grandes frontières, une frontière qui est marquée par la rivière, qui distingue la partie est de la partie ouest, avec une série de développements un peu anarchiques situés à cet endroit-ci, qui sont perceptibles depuis le fort Mamelouk situé à l'ouest de la ville. Donc on a une rupture forte par la rivière, une deuxième rupture instaurée par ce boulevard périphérique qui vient marquer la rupture entre l'extension ottomane de la ville et la ville du mandat français. L'état du bâti, on voit très clairement le lien entre le niveau socio-économique et l'état du bâti. Plus c'est bleu, plus c'est en mauvais état, plus c'est rouge, plus c'est en bon état. Et on voit donc toute la partie du mandat français est en bon état, alors que les deux cœurs historiques sont en très mauvais état, sur base de l'analyse qui est proposée ici. Évidemment, l'enclave de Niemeyer est en très bon état. Et par rapport à cette situation, une politique en matière de patrimoine, et j'en viens à ce beau sujet, de paysage urbain historique, une politique en matière de patrimoine qui, dans un premier temps, dans les années 50, privilégiait en matière de patrimoine uniquement des monuments. On ne considère à l'époque comme patrimonial que les monuments, et en particulier que les monuments situés dans la partie, dans le cœur Mamelouk de la ville. On a ici la forteresse qui domine la rivière, les développements informels dont je parlais tout à l'heure, et l'ensemble des bains, du système de bâtiments publics et significatifs de l'époque Mamelouk qui sont identifiés. Vous voyez que le périmètre qui est donné à l'époque pour ce qu'on considère comme le patrimoine ne s'étend pas à la ville ottomane et se limite à la rivière, ne considère pas toute cette partie-ci qui s'est développée pourtant relativement tôt. Un peu plus tard, on va, nouvelle analyse du patrimoine, on va étendre la définition du patrimoine pour intégrer une partie de la bordure est de la ville, intégrer une série de bâtiments de l'époque ottomane qui sont situés sur l'axe de développement situé ici. On va intégrer également d'autres types d'éléments comme des cimetières, des jardins, des ensembles résidentiels, des rues commerciales qui progressivement vont être intégrés dans la conception, la définition, la délimitation de ce qui est le patrimoine de la ville. En 2002, le gouvernement libanais va revoir cette définition du patrimoine et va, sur base d'un financement très important de la Banque mondiale, entreprendre des actions de réhabilitation de la ville. Et une des interventions les plus importantes qu'il va réaliser dans le cadre de ce financement énorme,
c'est une couverture de la rivière. À cet endroit-ci, on va recouvrir la rivière de manière à reconcentrer toutes les activités de commerce, le remettre en ordre sous un système de pergola sur la rivière qui est censé, d'une certaine manière, protéger les rues, protéger le voisinage du commerce informel qui s'y développe. Et on voit ce que c'est devenu. Évidemment, on a perdu le lien entre la ville et sa rivière. Et par ailleurs, le commerce informel s'est développé non seulement sur la dalle, mais tout autour de cette dalle, qui a totalement perdu le contact qu'on pouvait avoir jusque-là entre les habitants et le fleuve sur lequel les habitations donnaient. Alors, si on revient si on étend un peu le propos, mais par rapport à ces différentes manières de concevoir le patrimoine, uniquement monumental, progressivement élargi à d'autres éléments que les monuments pour intégrer des espaces verts, des cimetières, des éléments complémentaires, une approche plutôt interventionniste. Si on revient aux différents éléments qui caractérisent les valeurs du patrimoine, on sait aujourd'hui que dans le patrimoine, par rapport à ces interventions passées, on considère dans les valeurs du patrimoine pas seulement les valeurs scientifiques ou esthétiques, mais également les valeurs sociales, économiques, politiques, historiques, esthétiques, scientifiques, des valeurs liées à l'âge, depuis combien de temps ces éléments sont là, mais également des valeurs écologiques. Et si je reviens au cas de Tripoli, ces valeurs écologiques, ce sont également des valeurs qui sont liées à l'apport d'une rivière et ses berges à l'intérieur d'une ville en tant que réseau vert qui apporte des valeurs en matière de durabilité, en matière de rafraîchissement à un ensemble urbain patrimonial. C'est toutes ces valeurs qu'on va considérer aujourd'hui dans ce qu'on appelle le paysage urbain historique, en s'intéressant à deux types d'attributs, les attributs tangibles, comme le paysage, les zones, des éléments, des bâtiments, des éléments naturels, des monuments, des morceaux de ville, et au niveau des éléments intangibles, des éléments liés à la société, en matière d'usage, de connaissance, de relations entre les communautés et le lieu dans lequel ils habitent, également des aspects liés au caractère du site, aux relations au concept et éventuellement des éléments liés à la production artistique, culturelle, locale. C'est l'ensemble de ces éléments auxquels on va s'intéresser aujourd'hui dans la mise en œuvre d'une politique patrimoniale. Et on est donc très très loin au-delà de ce que l'on considérait encore dans les années 50 ou a fortiori au début des années 2000 où l'intervention mise en place va d'une certaine manière prendre complètement à revers, à rebours, tout le réseau social, économique, culturel, écologique qui était présent autour du fleuve dans la ville ancienne de Tripoli et la relation qu'il pouvait établir entre les deux berges du fleuve. Alors, une manière d'identifier ces différentes valeurs, comment faire pour, comme une ville comme Tripoli, identifier les lieux, identifier des éléments qui donnent de la valeur à la ville. Une des approches qui s'est développée ces dernières années, qu'on essaie de travailler, c'est d'utiliser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est ceux que vous connaissez mieux, Twitter, Instagram, etc. Google Maps, on peut trouver sur ces réseaux une série d'éléments qui sont postés par les habitants, par les visiteurs, du visuel qui va être caractérisé. On poste une image avec des commentaires, avec des tags, et on va considérer que tout ça forme une base de connaissances. Nous avons travaillé dans le cadre de notre travail avec la base de données Flickr, c'est une des plus anciennes réseaux sociaux pour le partage d'images, qui date, l'information est après dans les slides, je crois que ça a été mis en place en 2003-2004. Donc on a une période relativement longue de vie de Flickr. On a plus ou moins chaque jour sur Flickr 8 millions d'images sont postées chaque jour. Ça fait une base de connaissances énorme en termes de big data, c'est un puits sans fond. On va considérer que ça c'est une base de connaissances sur la ville, une base de connaissances sur le paysage urbain historique. On va essayer d'utiliser cette base de connaissances pour aller puiser des informations sur ce que les gens valorisent en termes social, économique, politique, esthétique, écologique, etc. Et quels sont les attributs qu'ils identifient comme essentiels dans le cadre de leur
visibilité sur Flickr. Je vais relativement vite sur les slides, je donnerai à M. Bana pour plus les publier. Mais de façon générale, l'intérêt de ces réseaux sociaux, c'est qu'il y a deux choix qui sont posés. Le premier choix, c'est quelle photo je vais prendre. Et on considère que dans le choix des photos qui seront prises, il y a déjà un acte de sélection de ce qui a de la valeur, ce qui n'en a pas. Et c'est dans le choix de la partager. J'ai pris une photo, je vais partager certaines, et dans le partage, je vais donner des commentaires. Et ça nous renseigne sur un certain nombre de valeurs que les habitants, les visiteurs attribuent à leur environnement. Vous avez toute la méthodologie qui a été développée par rapport à cette base de données. On a travaillé sur base manuelle dans un premier temps. Entre 2013 et 2016, on a récupéré toutes les photographies publiées sur Flickr à propos de Tripoli et on les a structurées, classées, de manière à identifier quels sont les paysages qui sont photographiés. Vous voyez qu'un des premiers paysages qui revient, c'est le tissu informel dont je parlais tout à l'heure, qui est situé face au cœur Mamelouk. On est sur la forteresse et on regarde face à soi avec le bâti relativement désordonné qui s'est développé en face et qui a une vue directe sur le paysage, une vue directe sur le cœur Mamelouk. Deuxième vue, c'est une vue sur cette fois vers l'intérieur de la ville. Troisième vue, c'est une vue vers El Mina, évidemment. On a une vue relativement majestueuse avec l'avant-plan et l'arrière-plan de montagne, très très caractéristique sur la situation de Tripoli. On est entre la mer et la montagne. La mosquée, une autre mosquée sur Tripoli. Mais on a aussi, outre des éléments tangibles, des bâtiments, des monuments, des combinaisons entre bâtiments et éléments naturels, comme avec notre arrière-plan montagneux, on a aussi des activités. On a aussi des personnes qui vont poster des morceaux de rue, des gens qui s'asseyent, qui pratiquent l'espace. On a aussi des zones commerciales qui font partie du patrimoine et qui font partie de l'identité de Tripoli. On a aussi l'artisanat. C'est quoi l'histoire de l'artisanat sur Tripoli? On a aussi tout ce qui est lié à l'alimentation, à savoir une vue beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe, beaucoup plus de profondeur dans ce qui fait l'identité d'un lieu que simplement l'approche spatiale telle que je pouvais la décrire à travers mes analyses sur les ouvertures de ciel. Et si on regarde quels sont les éléments les plus photographiés, on a une banque de données qui reprend 200 photographies. Vous voyez qu'on a 100 photographies, à peu près la moitié, c'est sur le cœur Mamelouk, la partie protégée, la partie qui a été protégée dès 1950. Le reste, la moitié des autres photos, c'est autre chose. On a 20% des vues qui sont liées au waterfront, la vue depuis la mer et la relation entre la ville et la mer, qui n'est absolument pas considérée dans toutes les politiques de protection qui ont été mises en place depuis 1950. Et ça génère, vous voyez, un paysage maritime extrêmement chaotique, puisqu'on a laissé se développer sur le fond de mer tous les immeubles de grande hauteur qui bénéficient directement de la relation à l'eau. On a une série d'éléments, des nouveaux développements, une station de train, la foire internationale de Niemeyer, le quartier ottoman, la vallée de la rive du fleuve qui traverse la ville. Tous une série d'éléments qu'on va pouvoir identifier et qu'on va pouvoir classer. Et on peut, à travers ce type d'analyse, identifier des lieux. Identifier des lieux sur lesquels on va pouvoir réaliser des analyses plus approfondies. Et on peut aussi regarder pour chacune de ces photos, mais qu'est-ce qu'on voit sur la photo? Qu'est-ce qu'on met en évidence comme attributs? J'ai parlé tout à l'heure des valeurs, des attributs. Mais les attributs, ici on aura des éléments liés au skyline, aux bâtiments, on aura des attributs liés aux personnes, aux activités, aux éléments architecturaux, à des éléments liés à la composition des rues, à la nourriture, à la flore, à savoir toute une série de choses qui vont bien au-delà de l'architecture et qui contribuent à donner de la consistance de nouveaux patrimoines, avec 49 vues sur les 200 qui sont liées à des éléments de skyline, donc des vues, les premières vues que j'ai montrées, qui sont de Lisbonne et de Telch, à des vues ouvertes, qui nous donnent à voir une grande partie de la ville. Mais on a quand même, si vous regardez, faune et flore, food, des activités de rue, vous avez quand même une série d'éléments qui reviennent de manière assez systématique et qui sont valorisés, pour lesquels les gens donnent du poids. La vue la plus postée,
la pub postée sur Flickr, c'est celle-ci. C'est-à-dire on est ici sous le château ottoman. On est ici et on regarde, c'est évidemment l'élément le plus visité à Tripoli, et on regarde tout ce front, tout ce rocher qui est situé ici, en 3 dimensions, lesquels les bâtiments sont venus s'étager. On n'est pas dans la partie qui a été protégée à partir de 55. Tout ceci est totalement non protégé, et ça a donné lieu, évidemment, à ce que l'on connaît dans ces cas-là, ce type de vue, qui est, d'une certaine manière, qui peut juger très négativement. C'est du développement informel, comme on peut en voir dans la plupart des villes, en particulier au Liban. C'est aussi la trace, évidemment, qu'est-ce qu'ils voient, ces gens-là, quand ils sont sur leur terrasse, eux voient le paysage urbain historique. C'est une manière de privatiser le paysage urbain historique. Eux, ils ont acquis cet accès. C'est aussi, si vous aimez la photographie, c'est aussi une vue très attractive. En termes de richesse, de combinaison, de couleurs, de points d'appel, c'est une très belle vue. Même si ce qui est derrière ne plaît pas aux responsables du patrimoine, ne nous plaît pas en tant qu'expert en architecture, la diversité, la composition rend cet élément très, très attractif au niveau visuel. Et c'est la vue la plus vue sur Flickr qui est totalement en dehors des radars, en dehors de ce que nous, en tant qu'experts, on identifierait comme patrimoine. Alors, pour aller un peu plus loin, on peut s'intéresser maintenant à la manière dont les habitants perçoivent et valorisent ces différents lieux. On a parlé tout à l'heure de space syntax. Moi, j'ai abordé les aspects à l'échelle plus réduite, à l'échelle des places. On peut aussi travailler sur base d'enquête. Et tout nouveau sur Tripoli, on a travaillé sur base d'enquête auprès de la population en reprenant 12 vues publiées sur Flickr. On a pris 12 des vues qui étaient publiées sur les réseaux sociaux, on les a utilisées pour interroger la population. On s'est adressé à 300 personnes dans une approche qui est le troisième courant dont je parlais tout à l'heure, hein, les Landscape Preference Studies, où on travaille sur base d'enquête auprès des habitants pour voir ce qu'ils apprécient dans les vues. Essayer de comprendre. De nouveau, je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure, pas seulement ce qui est et pourquoi c'est là, mais pourquoi les gens donnent-ils de la valeur à tel élément. Et on travaille dans cette optique-là. Il y a tout un champ de recherche qui s'est développé depuis les années 90, d'abord dans le champ des sciences des paysages naturels, qui s'est progressivement développé dans le champ des paysages urbains et des paysages patrimoniaux. Et on va s'intéresser sur base de vues concrètes, les présenter à des personnes dans les rues, leur demander ce qu'ils préfèrent, pourquoi ils les préfèrent, de qualifier les vues, en travaillant aussi sur base d'un échantillon de 300 personnes. Si on s'intéresse à cet échantillon, on peut d'abord leur demander pourquoi ils vont dans les différentes places. Et on va aller ici, on a pris une série de quartiers, on a pris nos 12 vues dans une série de quartiers de Tripoli. Les quartiers qui sont ici, on a des vues qui sont prises sur Mina, des vues qui sont prises dans les quartiers situés ici, des vues de Kobe, le quartier qui est le plus photographié, le vieux quartier de Mamlouk, le Tal, la partie ottomane, le quartier d'Abou Samra. Nos 12 vues sont réparties dans la ville, et on voit que chacun de ces quartiers a un patrimoine géométrique un peu différent. Il y a des quartiers où on fait un peu de tout. On y vit, on y travaille, on s'y déplace, on y va pour faire du commerce. On a, à l'inverse, des quartiers comme Kobe, le plus photographié, dont on parlait tout à l'heure. Là, on ne fait que deux choses. On vit ou on travaille. On n'y va certainement pas pour du commerce, pour s'y balader. Ce n'est pas le genre de quartier qui sont fréquentés pour ce type d'activité. Le quartier le plus fréquenté pour le commerce, c'est plus la vieille ville, malgré ses souffles. C'est les quartiers Abou Samra, c'est essentiellement la partie de la ville qui était construite sous le mandat français, qui a attiré toute l'activité commerciale et qui a gardé un certain cachet, qui a gardé une certaine attractivité pour l'ensemble des habitants, pas seulement pour les habitants du quartier. Ça attire, ce quartier attire des gens de Mina, de Kobe, c'est là qu'ils vont pour faire leurs courses. Donc on voit à travers cette première analyse, cette première question qui est posée, où allez-vous dans tel quartier, quoi faire? On voit déjà à quel point les quartiers se distinguent à travers les activités qu'on peut y réaliser. Ça va évidemment avoir une assurance sur la valeur qu'on leur donne. On ne donnera pas la même valeur à un quartier où on fait différents types d'activités qu'à un quartier très monofonctionnel.
On peut aussi s'intéresser à savoir comment les gens se sentent. Comment se sentent-ils dans l'endroit où ils sont localisés? Est-ce que vous êtes à l'aise ou est-ce que vous êtes plutôt stressé, stimulé? Et vous voyez que les quartiers les plus confortables, de nouveau, c'est les quartiers ottomans, mandat français, les quartiers, le cœur Mamlouk et surtout le quartier informel de toute photographie sont les quartiers les plus stressants. Pourquoi? Quartiers liés à une concentration de pauvreté, liés à évidemment une insécurité plus importante qui va générer ce sentiment, qui va évidemment avoir un impact sur le type d'activité qu'on va aller y réaliser. Ce n'est pas dans ces quartiers-là qu'on va spontanément aller pour faire des courses, pour aller se balader, bien entendu. On peut aussi alors rentrer dans des questions plus liées à l'appréciation des lieux. Est-ce que vous aimez cet endroit? Et on voit de nouveau, et c'est lié aux questions précédentes, les quartiers ottomanes, mandat français, relativement appréciés, le quartier le moins apprécié, le quartier de Kobe, où les gens vont dire, moi cet endroit, et on pose la question de manière très ouverte au départ, cet endroit je ne l'aime pas, je ne trouve pas d'intérêt. Et donc on rentre là progressivement dans quelque chose qui est davantage dans du jugement, de l'ordre de la valeur, et on fait davantage appel à la compétence des personnes, à la compétence des habitants pour évaluer, analyser un lieu. Et on voit déjà à quel point les différentes localisations se distinguent. On rentre alors sous base d'images, on leur montre des images, et ce sont des images qu'on est allé chercher délibérément sur Flickr. On leur montre des images, on leur montre chacune des images, comment qualifiez-vous cet endroit, est-ce que vous trouvez plutôt esthétiquement plaisant ou déplaisant, plutôt beau, pas intéressant, entre +2 et -2. Et vous voyez que chacune de ces images va faire l'objet d'un jugement très particulier. On demande ça aux 300 personnes qu'on interroge. Et vous voyez que, par exemple, entre cette vue du monument, premier plan, l'espace vert devant le monument, donc on n'a pas le développement informel qu'on peut voir de l'autre côté, en arrière-plan la ville, on a plutôt une prédominance de gens qui apprécient la vue. Ici, c'est une vue de tout le cœur mamelouk et ottoman qui a très mal été préservé avec des bâtiments de tous les gabarits qui se sont développés au cœur de la ville. Et vous voyez que l'opinion des habitants par rapport à ce cœur, qui est le cœur historique de leur ville, est beaucoup plus mitigée. De nouveau, une vue d'un élément patrimonial avec la rivière, cette fois, la rivière canalisée dans les années 50-60, une vue plutôt positive, mais moins positive que celle qu'on peut avoir lorsqu'on fait abstraction de cette canalisation de la rivière. Autre vue, évidemment, la vue qu'on peut avoir sur le paysage maritime.